bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour ce webinaire qui est consacré au marché allemand. Je suis Régis Vallée, je suis responsable du service conseil et appui de la CCI France-Allemagne. Je suis ravi de partager ce créneau de 45 minutes à 1 heure avec vous et de tenter de répondre à cette question: comment vendre à l'industrie allemande? D'un point de vue pratique, vous avez quelque part sur votre écran un menu avec une fonction de chat qui doit vous permettre de poser des questions. Je prendrai quelques minutes en fin de webinaire pour y répondre. Et puis, évidemment, je suis à la disposition de tous ceux qui le souhaitent pour programmer un échange téléphonique qui permettra d'aborder des questions plus spécifiques ou des projets. Donc, n'hésitez pas aussi à utiliser cette fonction chat également pour marquer votre intérêt et je m'engage à reprendre contact dans les meilleurs délais. On va jeter un petit coup d'œil au sommaire. Ma présentation va s'articuler autour de 2 parties. Une première partie qui va nous permettre de poser le contexte, poser le décor, de bien cerner les fondamentaux de l'industrie allemande et surtout d'émettre l'hypothèse que le dispositif de soutien, le plan de relance en Allemagne et plus globalement une dynamique de reprise mondiale qu'on observe aujourd'hui vont permettre à l'économie de retrouver rapidement de l'équilibre et de la croissance, comme ça s'est déjà passé lors de la dernière crise en 2009. Et puis dans une seconde partie, j'aborderai de la manière la plus concrète possible les actions que vous pouvez déclencher dès à présent pour saisir ce rebond économique. Donc, on va parler d'industrie, évidemment, mais que ce soit clair, je ne vais pas traiter un secteur en particulier. Mon propos est plutôt fonctionnel ou didactique. Il concerne la filière dans son ensemble. Ici, je prends le parti de vous faire des recommandations pratiques qui visent à vous mettre dans les meilleures conditions pour aborder et pour convaincre vos prospects. Alors, on va évoquer l'aspect marketing, vos supports, votre image, votre visibilité, avec comme objectif de lever quelques obstacles sur le marché et puis de générer des leads au moment où la prospection commerciale peut être un petit peu plus compliquée. Et puis, j'aimerais aussi ouvrir quelques pistes de réflexion pour repenser votre dispositif de prospection et de gestion client en tenant compte du fait qu'en période de reprise, vos équipes commerciales ou vous-même, vous êtes déjà largement mobilisés sur vos marchés principaux. Peut-être que l'Allemagne n'en fait pas partie. Donc, il faut peut-être revoir un peu les équilibres et puis bien doser vos efforts. Pour compléter mon introduction, un petit mot sur CCI France-Allemagne. C'est une structure qui compte aujourd'hui 40 collaborateurs pour accompagner les projets de développement et les projets d'implantation sur le marché allemand. Notre activité s'articule autour de 4 services. Un service implantation avec 2 centres d'affaires à Saarbrück et à Francfort pour la création, la domiciliation d'antennes commerciales et de filiales. Et puis une équipe bilingue qui est mise à contribution pour prendre en charge le fonctionnement de ces antennes, c'est-à-dire le secrétariat commercial, la relation client, les prises de commandes, le traitement de commandes, la facturation, la comptabilité lorsque c'est nécessaire, lorsqu'il s'agit de filiales. Aujourd'hui, on héberge, on domicilie sur ce principe-là environ 250 entreprises françaises. Deuxième service, le recrutement, donc 4 recruteurs qui mènent chaque année une trentaine de missions classiques, par chasse ou par diffusion d'annonces. On dispose également d'une équipe qui est composée de commerciaux ou de technico-commerciaux à temps partagé qui peuvent prendre en charge la représentation commerciale de vos activités en Allemagne. J'en parlerai un petit peu plus tard. Et enfin, l'accompagnement de projets de fusion-acquisition. Donc ça, je n'aborderai pas le sujet aujourd'hui, mais c'est vrai que pour beaucoup d'entreprises, cette crise peut provoquer une sorte d'effet d'aubaine en poussant certaines sociétés allemandes à rechercher des investisseurs, des leviers. C'est donc une stratégie qui fait sens et notre équipe est à votre disposition, évidemment, si le sujet vous intéresse. On fait un petit détour par le toit du Bundestag. Voilà. Pour démarrer, vous avez sur cette page plusieurs indicateurs qui représentent, disons, les fondamentaux de l'économie allemande
et qui vont nous rappeler que c'est un marché primordial, c'est un marché prioritaire pour les PME françaises. Alors l'Allemagne, c'est la quatrième économie mondiale, première économie européenne. C'est surtout une des rares économies occidentales qui a réussi à maintenir sa position et ses parts de marché mondiales face à la concurrence des pays en forte croissance, notamment des pays asiatiques, ce qui démontre déjà un certain niveau de compétitivité. C'est une économie qui est tournée vers le monde, hein. L'Allemagne, c'est le troisième exportateur mondial. Donc ça, je pense que la plupart d'entre vous le savent. C'est aussi le troisième importateur mondial, avec une part des importations dans le PIB qui est presque deux fois celle de la France. C'est donc un marché qui est très ouvert, contrairement à ce que beaucoup peuvent penser ou peuvent dire, hein. Donc voilà, s'il y a des difficultés à percer ici, ça n'est en tout cas pas le résultat d'une politique protectionniste, hein. Les obstacles sont ailleurs et on va essayer d'en pointer quelques-uns. Euh, on peut aussi noter que cette économie s'appuie largement sur ses filières industrielles, hein, donc c'est le sujet aujourd'hui, l'automobile, la machine-outil, le secteur ferroviaire, la chimie, l'électronique, l'électrotechnique. Le potentiel en Allemagne est 2 à 3 fois plus important qu'en France, avec, ça c'est important, un positionnement haut de gamme qui impose aux entreprises allemandes d'investir et notamment d'investir en R&D, en innovation, et aussi de ne pas négliger des facteurs extérieurs de compétitivité. Quand je parle de facteurs extérieurs de compétitivité, je pense par exemple à des leviers technologiques ou à de l'expertise qui seraient amenés par des partenaires et notamment des partenaires français. Donc ça vous concerne directement. Euh, et puis pour terminer, la dynamique économique est largement soutenue par l'État, hein, qui réussit à dégager depuis 2013 chaque année un excédent budgétaire de plusieurs milliards d'euros, qui permet donc à l'État de lancer un certain nombre de plans d'investissement assez importants, hein, donc parmi les plus connus ou les plus symboliques. On peut évoquer le plan climat qui a été lancé en 2019 avec une enveloppe de 100 milliards d'euros, hein, qui va bénéficier pour une partie à la filière automobile et l'aider dans sa transition, ou au secteur du bâtiment, par exemple, autour de l'efficacité énergétique. On peut évoquer le plan Starke Schiene qui concerne la filière ferroviaire, donc avec une enveloppe de 60 milliards d'euros qui vise la modernisation des infrastructures ferroviaires et de la flotte, hein, du rolling stock aussi. On peut évoquer aussi le déploiement massif des réseaux de fibre optique. L'Allemagne doit rattraper un certain retard dans ce domaine pour favoriser la numérisation, la digitalisation de l'économie. Si on se penche sur les principaux indicateurs économiques, on voit que ces derniers mois, alors déjà ces derniers mois, ça s'est un peu affolé, hein. Les indicateurs étaient pas très fiables, mais les tendances semblent se stabiliser. Et surtout, ce qui est important de remarquer, c'est que les chiffres semblent confirmer une reprise assez nette dès cette année 2021 et une reprise qui devrait se poursuivre en 2022. C'est plutôt encourageant. Au niveau du taux de croissance, maintenant on sait que 2020 s'est terminé sur un repli du PIB de un petit peu plus de 5%, c'est-à-dire finalement une situation bien moins grave que les prévisions de l'automne dernier qui indiquaient un repli entre 6 et 7%. Donc la tendance est à la hausse, hein, au niveau du PIB en 2021. Et elle semble se confirmer aussi en 2022, puisque les premières prévisions qui arrivent indiquent un taux de croissance autour de 2,5-2,7%. Même tendance pour les autres indicateurs importants de l'économie, donc les exportations, tendance haussière, la consommation des ménages ou les investissements des entreprises, hein. Tous ces indicateurs-là sont évidemment importants pour la croissance et pour la santé de l'économie allemande. Euh, Pas de surprise au niveau du chômage, hein, qui repasse au-dessus de la barre des
des 5%, un barre symbolique, hein, puisqu'on dit que à partir de 5%, on est en plein emploi, en situation de plein emploi. C'est le cas de l'Allemagne, hein, qui est en situation de plein emploi. Donc, quelques 300 000 chômeurs supplémentaires en 2020. C'est important, mais voilà, c'est une situation et un impact qui a été relativement maîtrisé, notamment grâce aux mesures de chômage partiel, un peu comme en France. Euh, Selon les experts les plus optimistes, l'Allemagne devrait retrouver sa situation de 2019 en 2 ans seulement. Dernier indicateur ici, la balance budgétaire, je l'ai évoqué tout à l'heure, hein, l'excédent budgétaire de l'Allemagne qui permettait de, 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 de lancer des plans d'investissement. Voilà, les Allemands avaient réussi ce coup de force d'équilibrer les comptes de l'État depuis 6 ans. Alors, ce sera évidemment pas le cas cette année, ni l'année prochaine, vraisemblablement, puisque toutes ces mesures de soutien pèsent relativement lourd dans le budget de l'État. Sur la partie gauche de l'écran, vous pouvez voir la courbe de l'indice IFO qui donne une indication sur le moral des entrepreneurs. Alors ça, c'est un indicateur qui est pris très au sérieux en Allemagne, hein. Le moral des entrepreneurs, évidemment, c'est important pour la dynamique économique. Donc vous voyez qu'il était assez stable ces dernières années. On voit déjà une tendance baissière dès 2019 qui annonçait une année dès 2018, pardon, qui annonçait une année 2019 finalement plus compliquée, ce qui a été le cas effectivement. Et puis à partir de 2020, les fluctuations qui sont liées aux périodes de confinement notamment. Mais on peut voilà quand même observer une tendance à la hausse dans le moral des entrepreneurs ces derniers mois. On reste un peu sur le sujet Covid, évidemment, difficile de faire l'impasse là-dessus. Je vous propose de jeter un œil là sur un sondage qui a été réalisé auprès de 2800 dirigeants d'entreprises par la KfW, qui est l'équivalent allemand de BPI France. Alors, première remarque, on observe que c'est le secteur BTP qui semble le moins touché par l'impact de la pandémie, en tout cas moins touché que les autres secteurs de l'économie, le secteur des services, le secteur de l'industrie ou du commerce. Si on regarde un petit peu plus précisément, un peu plus en détail la filière industrielle, hein, celle qui nous intéresse aujourd'hui, le sondage montre que 63% des entreprises manufacturières se disent impactées par le Covid. Je dirais que voilà, c'est un résultat normal, enfin, attendu. 49% de ces entreprises ont subi une baisse de leur chiffre d'affaires. Donc là, on peut déjà se dire que c'est plutôt positif. Ça veut dire qu'un peu plus de la moitié des entreprises n'ont pas eu d'impact sur leur chiffre d'affaires en 2020. 28% constatent une baisse de leur liquidité, 13% constatent des répercussions sur la masse salariale. Donc, c'est un taux qui est relativement faible, mais qui s'explique par les mesures de chômage partiel. 16% constatent une réduction de leur périmètre commercial, hein, de leur marché cible. Et enfin, 23% constatent des difficultés dans la supply chain, dans les expéditions notamment. Finalement, voilà, ce sondage montre que la catastrophe économique a été pour le moment évitée ou, disons, relativement contrôlée. En 2009, hein, si vous vous souvenez, et je suis sûr que vous vous en souvenez, hein, la situation économique était assez critique et finalement, les Allemands s'étaient plutôt brillamment sortis de cette crise, hein. Pour rappel, le PIB avait également chuté de 5%. Mais en 18 mois, l'Allemagne avait retrouvé sa situation d'avant-crise, notamment grâce à des mesures de soutien massif de la part de l'État.
Alors ces mesures massives, on les retrouve aujourd'hui, hein. L'État fédéral a libéré en urgence une enveloppe de 1200 milliards dès dès le début de la crise Covid, euh, au premier trimestre l'année dernière. Alors les leviers sont les mêmes qu'en 2009 et relativement proches des mesures prises en France, hein, des aides directes auprès des TPE, des PME, des mesures de chômage partiel, des reports de charges, des allègements fiscaux, des prêts garantis par l'État. À ce premier paquet de mesures, s'est rajouté un plan de relance de 130 milliards d'euros qui a été présenté en juin dernier et qui vise 57 points précis. Euh, alors, parmi les mesures les plus commentées, on peut rappeler la baisse de 3% du taux de TVA qui s'est fait sur tout le second semestre 2020. Donc cette mesure, elle est terminée depuis le début de l'année. Des aides directes pour les ménages avec des enfants, des primes qui ont été multipliées par deux pour l'achat des véhicules propres, donc voilà, en faveur, encore une fois, de cette filière automobile qui est très importante ici. Euh, 2,5 milliards d'euros de primes pour la rénovation énergétique des bâtiments. Ça aussi, c'est une mesure symbolique et importante en Allemagne. Et puis, des aides directes vers certaines filières stratégiques de l'économie que j'ai essayé de synthétiser ici. Donc en jaune, les mesures qui touchent la R&D, l'innovation. En l'occurrence, la mesure la plus symbolique, c'est le doublement des plafonds du crédit d'impôt recherche. Alors, le crédit d'impôt recherche, c'est nouveau en Allemagne, hein. Il a été introduit en Allemagne au début de l'année 2020 pour favoriser l'investissement en R&D, qui est déjà relativement conséquent, mais voilà, l'Allemagne a des objectifs encore plus importants en termes d'innovation et de R&D. Donc, le plafond du crédit impôt recherche a été doublé. En bleu, des mesures qui touchent au domaine de la mobilité, avec des aides pour soutenir l'industrie automobile dans sa transition vers l'électromobilité, mais aussi des investissements importants dans le domaine ferroviaire pour compléter le plan d'investissement Starke Schiene que j'évoquais tout à l'heure. En vert, les mesures qui touchent le secteur de l'énergie. En gris, les sujets qui sont liés à la digitalisation de l'économie, des PME, de l'administration, avec un corollaire qui est le déploiement de la 5G et le déploiement de la fibre optique. Et puis, enfin, en bleu foncé, les aides qui touchent le système de santé et puis l'hôpital. Donc voilà, si vous êtes dans un de ces secteurs-là, sachez que la dynamique de la filière est particulièrement soutenue. On se penche maintenant sur le poids des différentes filières industrielles. Avant d'aller dans le détail, ce qu'on peut relever, c'est que l'industrie manufacturière, dans son ensemble, pèse très lourd dans l'économie allemande. Avec 23% du PIB, on est quasiment au double du poids de l'industrie française dans le PIB français. Alors sans surprise, on retrouve le secteur auto qui domine ce compartimentage, hein. L'automobile, c'est 13% du PIB allemand, hein. Donc c'est voilà, c'est évidemment un secteur très très important. Vient ensuite la machine-outil, le secteur de la chimie, pharma, l'industrie agroalimentaire, l'électrotechnique, la transformation mécanique, le BTP, la plasturgie. Enfin bon, voilà, tous les principaux secteurs de la transformation industrielle, la production et transformation industrielle. À quelques exceptions près, dans toutes les filières et dans leur périphérie, hein, c'est-à-dire les composants, l'outillage, les fournitures, le marché allemand est leader en Europe. Donc ces filières-là sont leaders au niveau européen. Ce qui est important de noter, c'est que c'est aussi un secteur qui est vivace, hein, qui a l'obligation d'investir pour se moderniser, qui a l'obligation d'évoluer pour conserver sa place et ses parts de marché au niveau mondial. Là, c'est toute l'économie qui en dépend, hein. On reviendra un peu sur ces questions d'investissement liées notamment à la valeur ajoutée industrielle et à l'innovation qui est vraiment un facteur marquant du potentiel et de la dynamique industrielle en Allemagne.
Bon, comme vous pouvez l'imaginer, l'industrie allemande connaît aussi une période compliquée, hein, comme en France, évidemment, et certaines branches sont plus largement impactées que d'autres, hein. C'est le cas de l'automobile ou c'est le cas du secteur aéronautique. Pour l'automobile, la production en 2020 s'est effondrée de près de 25%, hein, avec un petit peu plus de 3 millions d'unités qui ont été assemblées dans les usines allemandes, voilà, pour illustrer un peu ça. Euh, Ceci dit, on remarque quand même une bonne résistance, une bonne résilience de l'industrie ces derniers mois. La production a grimpé déjà fin d'année dernière. Le dernier trimestre 2020 a été plutôt un bon trimestre au niveau du carnet de commandes et au niveau de la production. Et voilà, le mois de janvier semble confirmer cette tendance haussière et cette tendance à compenser finalement l'impact du premier confinement qui a pesé lourd dans la production industrielle. Euh, la croissance est portée notamment par le dynamisme du secteur automobile, hein, on y revient, qui enregistre dans sa production un bond de presque 10% sur la fin de l'année. Euh, et puis bon, voilà, cette croissance de la production, on l'observe également dans la plupart des autres filières industrielles. Finalement, si on se projette, les perspectives sont pas trop mauvaises, hein, puisque on peut voir également une reprise du commerce mondial et particulièrement des marchés asiatiques qui représentent un gros débouché pour les PME allemandes qui sont très exportatrices par nature. Donc voilà, donc ça va rapporter effectivement de l'oxygène à nos industriels ici. Euh, le secteur qui reste plutôt mal en point, c'est l'aéronautique, hein. On voit que même les tentatives franco-allemandes de soutenir un peu la filière en relançant par exemple le programme SCAF, hein, le système de combat aérien du futur, semble prendre une mauvaise tournure, hein. C'est dommage, hein, parce que ce programme qui était censé remplacer les Rafales français ou les Eurofighters allemands aurait pu apporter aussi une bouffée d'oxygène aux acteurs de la filière. Mais voilà, bon, ça semble un peu compliqué. On regarde du côté des exportations et finalement, on va retrouver les mêmes filières, les mêmes secteurs que ceux que je décrivais tout à l'heure. L'industrie allemande exporte à peu près 50% de sa production. Mais finalement, si on rajoute à ça l'assemblage et l'intégration, c'est près de 80% de la production qui part à l'étranger. Donc là, sur cette diapo, finalement, on retrouve les deux moteurs de l'économie allemande, l'industrie d'une part et les exportations d'autre part. On reste sur la question de l'international avec ici un graphique qui est assez visuel et qui illustre bien la place de l'Allemagne comme principal fournisseur d'une majorité des pays en Europe, hein. Donc je pense que vous avez compris un peu le principe de ce graphique. Derrière chaque euh, carte derrière chaque pays un drapeau et ce drapeau c'est celui du premier fournisseur de la zone. Donc voilà, le premier fournisseur de l'Allemagne, c'est la Chine. Encore et pour le reste des pays, en tout cas la majorité des pays d'Europe de l'Ouest, c'est l'Allemagne. Donc parce que ce qu'on peut donc déduire de ça, c'est que le marché allemand, il faut le considérer, ou en tout cas on peut le considérer aussi comme un marché tremplin pour toucher ces pays étrangers, enfin ces économies satellitaires, hein, quasiment de l'Allemagne. On regarde un peu les caractéristiques de l'industrie. J'avais commencé tout à l'heure à évoquer certains sujets. Ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que l'industrie allemande a construit son succès et son marketing aussi. Premièrement, sur une forte spécialisation de ses entreprises, hein, qui
Alors cette spécialisation, ça leur permet de concentrer leur courbe d'expérience, de concentrer des investissements sur un cœur de métier, sur un domaine d'application spécifique. Et puis deuxièmement, une politique haut de gamme avec de la valeur ajoutée qui est portée par la technologie et par l'innovation. Finalement, cette valeur ajoutée, cette politique haut de gamme, c'est le seul moyen pour l'Allemagne de faire face à la concurrence des pays émergents et d'être finalement compétitif au niveau, euh, au niveau mondial. Euh, et puis c'est aussi le moyen, hein, la valeur ajoutée, c'est aussi le moyen de justifier des marges suffisantes pour financer un coût de production qui est élevé, en tout cas qui est plus élevé que dans les pays asiatiques, évidemment, de financer aussi des investissements et puis de financer le coût de la main-d'œuvre. Quand on parle d'innovation et technologie dans l'industrie, on pense évidemment en ce moment à l'industrie 4.0, hein, qui est un axe majeur de la politique industrielle allemande. Mais je dirais que voilà, plus globalement, les industriels sont en recherche permanente de facteurs extérieurs de compétitivité. Il y a donc un vrai appel d'air sur ce sujet, hein, et pour les PME françaises qui sont partenaires historiques de la France, hein, la France, de l'Allemagne, je veux dire, la France, c'est le premier partenaire de l'Allemagne, pas forcément le premier fournisseur de l'Allemagne, mais en tout cas le premier partenaire au niveau échanges bilatéraux. Ben voilà, les PME françaises sont plutôt en bonne place pour profiter de cette tendance. Et puis attention, hein, quand on parle d'innovation en Allemagne, on parle d'une innovation mesurée, d'une innovation plutôt appliquée, pas forcément d'une innovation fondamentale, hein. 70% des investissements sur la R&D sont portés sur de la recherche appliquée, c'est-à-dire de l'amélioration de concepts, hein, plutôt que de la création de nouveaux procédés ou de nouveaux concepts. Au niveau répartition géographique, on peut voir sur la première carte à gauche de votre écran que les bassins industriels sont bien répartis sur l'ensemble du territoire. Ceci dit, si on regarde d'un petit peu plus près, la deuxième carte qui fixe les sièges sociaux des principaux groupes allemands, on constate que le pouvoir économique, la puissance économique allemande, les centres de décision, et donc, finalement, le potentiel commercial allemand se concentre massivement à l'ouest et au sud du pays. Alors évidemment, ça a un impact sur l'emploi, et ça on le voit sur la troisième carte à droite, où on peut voir un niveau d'employabilité ou à contrario un niveau un taux de chômage qui va du simple au triple entre les régions du sud et de l'ouest de l'Allemagne et les régions du nord-est, c'est-à-dire l'ancienne Allemagne de l'Est. Alors pour compléter et puis pour conclure ce petit panorama, euh, on peut aussi évoquer quelques caractéristiques typiques de l'Allemagne. Alors première caractéristique, une très forte culture de l'industrialisation. Et à contrario, beaucoup de prudence vis-à-vis des concepts, hein. Je l'évoquais tout à l'heure, 70% des investissements en R&D sont faits sur de la recherche appliquée, donc sur de l'amélioration de concepts. Le sous-entendu, là, c'est que il vaut mieux convaincre des Allemands avec des éléments tangibles, hein. Il faut que le proof of concept soit plutôt derrière vous, plutôt que de proposer des solutions en devenir ou des solutions trop disruptive, hein. Il y a moins d'appétence en Allemagne pour cette innovation disruptive. On peut aussi parler des processus de décision hein, qui sont relativement prudents, à l'image d'une gouvernance qui est quand même largement familiale, hein. Les PME allemandes et même certains grands groupes en Allemagne ont encore un capital familial. Voilà, enfin, il y a une gestion en bon père de famille qui peut avoir une conséquence sur le choix des fournisseurs ou sur des processus de décision qui prennent un petit peu plus de temps. Euh,
On peut aussi parler d'une certaine forme d'ethnocentrisme en Allemagne, hein. On observe quand même une logique de clan, de Mannschaft, qui se matérialise par de nombreux groupements professionnels, des clusters, des fédérations qui sont assez représentatifs de leur branche, de leur secteur. Et finalement, ce phénomène un peu de clan est souvent à l'origine d'un excès de prudence pour ce qui n'est pas allemand. D'accord. Donc là aussi, la conclusion, la conséquence, c'est que l'enjeu pour vous, PME française qui voulez vous développer sur le marché allemand, c'est vraiment de vous immerger dans l'écosystème allemand, c'est de vous germaniser ou en tout cas d'essayer de devenir le plus rapidement possible un acteur du marché plutôt que un partenaire étranger. Et puis sur le plan stratégique, on peut observer à la fois une tendance pour la spécialisation, je l'évoquais tout à l'heure, et puis pour l'ancrage commercial. Alors la spécialisation, c'est le fait que en dehors de quelques géants comme Siemens par exemple, les entreprises allemandes ont plutôt tendance à afficher un domaine d'application spécifique, un cœur de métier qui leur permet de devenir un compétiteur sérieux à la fois au niveau national et au niveau international. Donc, ce qu'on peut imaginer, c'est que, un peu par analogie, cette entreprise allemande va se laisser convaincre plus facilement, plus naturellement, en face d'un fournisseur qui affiche lui aussi un savoir-faire bien spécifique et des arguments de poids pour démontrer cette expertise particulière et ce savoir-faire bien spécifique. Au niveau de l'ancrage commercial, c'est le choix que font les Allemands généralement de s'implanter physiquement sur les marchés étrangers pour se développer. Donc là encore, par analogie, on peut imaginer que ce sera un argument supplémentaire pour vous que de démontrer que voilà, vous appliquez un peu cette même stratégie en ce qui concerne votre développement en Allemagne. Voilà, j'en arrive à la deuxième partie de ce webinaire sur les recommandations. Première recommandation, euh, c'est de ne pas négliger l'analyse et le décryptage du marché avant d'engager vos efforts et avant d'engager des frais. Euh, sur un marché aussi important que l'Allemagne, avec autant d'enjeux, mais aussi concurrentiel, ce travail d'analyse est trop souvent négligé. Alors parfois par un excès de confiance, mais souvent aussi faute de temps. Pourtant, de là où je suis, je peux vous assurer que dans de nombreux cas, une petite étude aurait évité à beaucoup de PME de suivre des fausses pistes et puis finalement de perdre du temps et de perdre de l'argent. Alors évidemment, hein, une des premières choses que vous pouvez faire, c'est d'interroger des organismes d'appui comme nous ou comme Business France pour avoir un premier éclairage. Dans les deux cas, vous aurez affaire à des équipes qui sont basées localement avec une belle courbe d'expérience, mais qui n'auront pas forcément réponse à toutes vos questions, hein. Donc, dans certains cas, une recherche un petit peu plus approfondie, type étude de marché, peut s'imposer. Voilà, pour ces sujets d'études de marché, il y a voilà, une sorte d'effet d'aubaine en ce moment avec pas mal de mesures d'aide financière, hein, côté français. Je pense par exemple au chèque export qui peuvent vous permettre de financer partiellement ces études de marché, en grande partie ces études de marché. On arrive à la question de l'image, qui est un, un point important dans, dans mon exposé. Je l'ai déjà dit, il me semble indispensable de rassurer les prospects allemands, non seulement sur votre expertise, sur votre savoir-faire, mais aussi sur votre capacité à gérer la relation avec eux, la relation client-fournisseur, sans difficulté supplémentaire par rapport à un concurrent allemand, par rapport à un compétiteur allemand. Il y a une sorte de
constante dans le processus de décision en Allemagne, c'est la recherche d'un partenaire ou d'un fournisseur avec lequel les Allemands peuvent créer une routine. Alors évidemment, les critères de qualité de la solution, de performance de la solution, les critères économiques sont importants dans le choix d'un fournisseur. Mais ce troisième élément qui est la notion un peu de service, de proximité, de facilité de communication et de collaboration pèse lourd dans les processus de choix. D'accord? Donc, initier la confiance et puis essayer de conserver cette confiance dans le temps, c'est fondamental si vous voulez réussir, si vous voulez percer sur le marché allemand et si vous voulez vous installer de manière durable sur ce marché allemand. Alors, comme on dit, on n'a qu'une seule fois l'occasion de faire une bonne première impression. Donc, je vous invite à bien travailler les aspects marketing. Alors, travailler l'image, c'est d'abord travailler la forme. Votre site web, c'est votre vitrine, votre brochure ou vos brochures commerciales, c'est votre carte de visite. Donc, je vous suggère fortement de présenter tous vos supports en langue allemande et de faire bien attention à la qualité de la traduction et au champ lexical. Le wording, c'est important. Alors, il y a des outils aujourd'hui. Un DeepL, je pense que vous le connaissez, c'est un excellent outil online pour la traduction. Mais est-ce qu'on peut considérer que c'est suffisant pour traduire une brochure, un site internet ou des fiches produits? J'ai un petit doute là-dessus. Donc, il vaut mieux s'adresser à des gens dont c'est le métier. Et voilà, c'est assez simple de trouver des sociétés de traduction et on pourra vous aiguiller le cas échéant. Donc ça, c'est pour la forme. Et puis sur le fond, je vous invite aussi à faire un peu d'observation des pratiques en Allemagne, de ce que peut faire, la concurrence. Alors, pour choisir le champ lexical, et puis surtout pour prendre soin de bien mettre en avant des arguments tangibles. Enfin, vous verrez en regardant un peu la communication de vos confrères allemands que c'est une communication qui est assez factuelle. Donc, mettez bien en avant des arguments tangibles qui vont démontrer votre expertise, votre savoir-faire, la qualité de vos solutions, vos spécialités. Et puis, n'hésitez pas à illustrer ces propos avec un maximum d'exemples, des applications, des références clients. C'est indispensable de rendre les choses concrètes. Votre message doit être vraiment factuel. Et puis bon, voilà, c'est une évidence. Il faut soigner la mise en page, quel que soit le type de document, des PowerPoint, des brochures, sites internet. Et puis, si possible, vous inspirer des pratiques marketing germaniques qui sont souvent plus épurées, plus carrées que dans les pays anglo-saxons ou dans les pays latins. L'autre aspect de l'image vise donc à convaincre que vous êtes d'une certaine manière un fournisseur comme les autres, c'est-à-dire sans plus d'inconvénients qu'un fournisseur allemand. Et finalement, la meilleure manière pour vous d'être considéré au même titre qu'un fournisseur local, c'est de devenir un acteur local et d'afficher dès vos premières démarches, en tout cas le plus tôt possible, une présence locale. Alors, par le biais d'un interlocuteur germanophone et dédié au marché, ça c'est important. Et puis, par l'ouverture d'une antenne, d'une adresse commerciale, même s'il s'agit d'une forme légère, on ne parle pas forcément de filiale, dans une phase de pénétration du marché ou dans une phase de montée en puissance, on peut opter pour une forme d'implantation extrêmement légère, domiciliation dans un centre d'affaires. C'est très simple à mettre en œuvre, c'est pas du tout engageant d'un point de vue réglementaire, juridique, comptable ou fiscal, et puis surtout c'est très peu coûteux. Donc, vous avez les avantages sans avoir forcément les contraintes d'un établissement en Allemagne ou à l'étranger, parce que je pense que cette réflexion peut se décliner dans bon nombre d'autres pays. Le point suivant concerne le choix des cibles de prospection. Vous pouvez, et je pense que vous devez, privilégier des cibles avec lesquelles vous saurez démontrer le maximum d'expertise et avec lesquelles vous pourrez valoriser au mieux vos références existantes. Mais dans le choix des cibles, je vous invite à
pas forcément vous limiter à la face visible de l'iceberg allemand et aux cathédrales commerciales que sont les Bosch ou les Siemens que tout le monde connaît et que tout le monde sollicite. Finalement, le marché allemand offre l'avantage de proposer un large tissu de grosses PME et d'ETI qui sont beaucoup moins visibles, mais qui sont tout aussi intéressantes d'un point de vue commercial, et puis surtout qui n'imposent pas les mêmes contraintes que les grands groupes. Je pense à des contraintes de panel, je pense aussi à des difficultés d'accès aux décideurs. Parce que finalement, c'est l'accès aux décideurs qui va être un facteur déterminant dans le succès de votre prospection. Euh, de notre expérience, les interlocuteurs techniques en Allemagne ont un rôle prépondérant dans le choix des solutions, mais finalement, votre interlocuteur, le décideur ultime, ça reste l'acheteur. Hein. Donc, la fonction achat reste quand même difficilement contournable dans une démarche commerciale. Alors, si vous voulez fabriquer votre portefeuille de prospection, vous avez plusieurs sources à votre disposition. Voilà, j'en ai listé quelques-unes sur cette diapo. Je vais en privilégier deux, que sont premièrement les annuaires des syndicats professionnels. Ils sont très nombreux et ils sont relativement représentatifs du secteur. Et puis l'autre source, c'est Verliefert-Vast, un annuaire B2B dont je vais parler tout de suite après, qui vous permet voilà, d'identifier des entreprises en fonction de leur activité, en fonction un peu de leur statut, fabricant, distributeur ou société de services de maintenance. Pour ce qui est de l'identification d'un interlocuteur interne, vous pouvez utiliser évidemment les réseaux sociaux. Je pense que la plupart d'entre vous le font sur les différents marchés, avec une particularité en Allemagne, c'est le réseau social Xing, hein, Crossing, qui couvre toute la zone d'art, donc l'Allemagne, la Suisse et l'Autriche, et qui finalement est plus fourni en termes de contact que LinkedIn, qui est aussi très bien fourni en Allemagne. Donc voilà, deux réseaux sociaux, LinkedIn évidemment, et puis Xing, Crossing, très intéressant. Donc je reviens sur le sujet de l'image, je reviens sur le sujet de la visibilité, et je reviens sur cet outil qui est Verliefert-Vast. Un bon référencement, c'est aussi le moyen de se faire connaître et puis surtout de générer des leads. Et pour ça, le must en Allemagne, c'est cet outil Verliefert-Vast, qui est une formidable vitrine B2B. Alors, il y a beaucoup de similitudes dans le mode de fonctionnement avec Europage que vous connaissez bien, je pense. D'ailleurs, voilà, pour l'anecdote, il y a 2 ans, je pense, Europage et Verliefert-Vast ont fusionné pour créer un groupe européen qui s'appelle Visable, mais finalement, les technologies étant assez différentes, Visable a fait le choix de garder deux plateformes distinctes, donc Verliefert-Vast toujours pour la zone alémanique, et puis Europage qui couvre la France et puis une zone plus large que la France. Bon, le fonctionnement, il est simplissime. Vous créez une page de présentation, vous renseignez votre activité en détail, vous ajoutez des photos, vous ajoutez des PDF, des vidéos, et puis ensuite vous faites le choix de rubriques dans lesquelles vous souhaitez être référencé. Donc des rubriques qui concernent votre activité. Un bon référencement, c'est donc un bon choix de rubrique. Vous pouvez vous aider, par exemple, en vous inspirant du référencement de vos concurrents. Hein. Vous cherchez vos concurrents sur la base de données, vous les trouvez, vous regardez dans quelle rubrique ils sont référencés, et voilà, ça vous donnera quelques pistes. Chaque rubrique fait donc apparaître la liste des entreprises référencées. Donc, un bon référencement, c'est aussi un petit budget qui va vous permettre d'acheter une position haute dans la liste et donc d'être particulièrement visible dans les rubriques qui vous intéressent le plus. Budget à envisager 2500, 3000 € par an.
pour quelque chose de très correct. Et puis enfin, pour éviter d'être marginalisé dans un annuaire qui compile essentiellement des fournisseurs allemands, il est fortement recommandé d'associer ce référencement avec une adresse commerciale en Allemagne, c'est-à-dire une domiciliation. On aborde maintenant la question du vecteur commercial. Donc là, on peut faire un rapide survol des différentes solutions de développement à l'export. Alors, c'est des solutions que vous connaissez déjà, hein. Chacun d'entre vous est dans une configuration particulière avec un couple produit-marché qui lui est propre. Euh, Dans la situation actuelle, hein, c'est-à-dire une situation de reprise économique qui va mobiliser largement les équipes commerciales, la bonne solution, le bon vecteur sur un marché export, c'est celui qui va vous permettre un bon dosage entre l'effort commercial et l'investissement. Alors, si on pense bon dosage entre effort commercial et investissement, on peut imaginer que l'agent commercial peut être une bonne option, une bonne alternative, puisque c'est un modèle économique qui est basé sur un pourcentage des ventes. Donc un agent commercial, dans le principe, il vous coûte quand il vous rapporte. Mais attention, si en Allemagne on trouve encore des agents dans l'artisanat ou dans le commerce de détail, ils se font quand même beaucoup plus rares dans l'industrie. Et puis, autre inconvénient ou autre point de vigilance, c'est une forme de vente qui est plutôt adaptée à un acte de vente simple et à des cycles de vente relativement courts et redondants, hein. Donc, ça concerne plutôt des produits standards. Deuxième option, le partenaire distributeur. Voilà, ils sont nécessaires lorsqu'il y a un besoin de logistique, lorsqu'il y a une problématique d'installation et de SAV. Par contre, il faut être vigilant sur leur réel dynamisme commercial, dynamisme de prospection, et puis sur le cumul des marges que ça peut représenter et qui peut vous disqualifier sur un marché qui est assez compétitif. Finalement, en matière de développement commercial, le schéma qui réussit le mieux aux PME françaises, c'est celui de la force de vente propre, hein, d'avoir sa propre équipe commerciale. Donc, idéalement, c'est un commercial basé en Allemagne, germanophone et basé en Allemagne, sa propre force de vente locale. C'est ce dispositif qui va vous garantir une bonne mise en œuvre de votre plan d'action, une image relativement qualitative vis-à-vis du prospect, et puis voilà, une bonne capacité de réaction face au mouvement du marché, donc une remontée d'informations pour une bonne réaction par rapport aux réactions de vos prospects ou de vos clients. Bon, une fois qu'on a dit ça, sur un marché où le chômage tourne autour de 4-5%, ça reste compliqué quand même de trouver un bon commercial pour une PME étrangère qui n'a pas encore pignon sur rue ou qui n'a pas encore un fonds de commerce bien installé et bien stable. Et puis, c'est une solution qui est chère. Enfin, ça représente un investissement qui n'est pas négligeable. Donc, c'est le meilleur choix à condition que vous soyez en situation de le faire. Là, donc, déjà, relativement introduit sur le marché. Si ce n'est pas le cas, on peut évoquer deux alternatives qui vont vous permettre d'avoir une force de vente directe. La première alternative, c'est le VIE. 1000 VIE en Allemagne, hein, ça doit être le deuxième pays d'accueil des VIE dans le monde. Coût d'un VIE de l'ordre de 2000 euros par mois, auquel il faut rajouter un bureau, hein, le VIE doit être hébergé. Donc voilà, solution qui mérite d'être étudiée, avec quand même un point de vigilance, hein, forte pression concurrentielle en Allemagne, grosse exigence technique de la part des interlocuteurs allemands. Donc attention, hein, jeune diplômé, est-ce que c'est est-ce que c'est la bonne solution? Ça dépend un peu de votre métier, de la nécessité d'argumenter techniquement et de soutenir le processus commercial. Donc peut-être faut-il privilégier cette solution dans le cadre d'un support à une démarche commerciale qui est déjà bien établie. L'autre alternative au recrutement, c'est le recours à la solution d'externalisation commerciale et en vous disant ça, je pense au commercial à temps partagé. Donc je vais
rentrer un tout petit peu plus dans le détail de cette solution-là, qui est une solution qui est proposée par la Chambre de commerce française en Allemagne, et puis qui finalement est une bonne façon de répondre à notre hypothèse, quoi, à savoir soulager vos équipes commerciales et puis produire un effort de prospection, maintenir une présence terrain, et tout ça dans des conditions économiques plutôt raisonnables. On retrouve finalement les mêmes avantages dans cette solution-là que dans le commercial salarié, au niveau de l'engagement, au niveau du pilotage, c'est-à-dire la mise en œuvre de votre feuille de route, la réflexion stratégique permanente pour adapter les démarches. Euh, et puis, voilà, enfin, évidemment, la solution sera d'autant plus performante si elle est portée par un profil avec une bonne connaissance de votre domaine, hein. Donc, voilà, il faut évidemment être vigilant sur le profil et sur les compétences techniques et les compétences commerciales de la personne et du commercial à qui vous confiez votre projet. Donc, j'affiche ici notre équipe en Allemagne. Alors, je rentre pas dans le détail, mais bon, voilà, chacun d'eux a sa propre expérience. Certains de la sous-traitance mécanique, d'autres de la robotique, d'autres de la fourniture industrielle, d'autres de secteurs en particulier, secteur ferroviaire ou l'automobile. En cas de contrat de représentation commerciale, on vous met à disposition l'un d'entre eux, vous le formez, vous définissez avec lui les cibles, le plan d'action, et il le mettra en œuvre comme s'il était votre salarié. Alors attention, hein, là aussi, point de vigilance, hein, il faut tenir compte du fait qu'il s'agit d'un temps partiel qui va nécessairement limiter le champ de prospection. D'accord. En règle générale, pour un contrat, chez nous, il gère un portefeuille permanent d'une trentaine de cibles. C'est en tout cas un bon moyen d'initier un fonds de commerce et de gérer un portefeuille client. Et puis, c'est un dispositif qui est relativement souple, hein. À tout moment, vous pouvez décider de reprendre la main et de muscler votre présence en remplaçant ce commercial à temps partagé par un commercial salarié. L'autre solution qui est proposée par CCI France-Allemagne pour vous aider à passer cette période et à germaniser votre dispositif commercial, c'est l'externalisation du service client, de la relation client, du processus de relation client. Aujourd'hui, chacune des 250 sociétés qui disposent d'une adresse commerciale chez nous, donc d'une domiciliation chez nous, peut recourir, si elle le souhaite et quand elle le souhaite, à une équipe bilingue qui peut prendre en charge de l'assistance commerciale, de l'avant-vente et puis de l'administration des ventes, c'est-à-dire l'information du client, les prises de commandes, la gestion de commandes, la gestion des expéditions, le suivi des paiements, etc., etc. Certaines entreprises vont utiliser ce service de manière permanente pour avoir un dispositif qui est dédié au marché allemand. D'autres vont simplement l'utiliser en cas de débordement ou en cas d'indisponibilité de leurs propres équipes en France. Euh, L'autre vertu de cette solution, ce sont des coûts de structure réduits, hein, puisque CCI France-Allemagne vous facture du temps passé, donc vous ne supportez pas les temps morts, mais vous maintenez une capacité de communication et de service permanente, voilà, sans avoir à payer les moments, les périodes pendant lesquelles vous ne travaillez pas. Voilà. Donc, je suis à votre disposition et notre équipe est à votre disposition pour étudier votre situation et vos besoins sur ces aspects-là. Je vais terminer ce webinaire avec 2 exemples de démarches commerciales auxquelles nos équipes ont contribué. Tout d'abord, une PME qui est basée dans l'Ouest, dans les Pays de la Loire plus exactement. C'est une entreprise qui est spécialisée dans la conception et la fabrication de systèmes de traitement d'images 2D, de caméras 3D. C'est des systèmes qui sont intégrés à des cellules robotisées sur des chaînes de tri ou des chaînes de montage. Alors là, il s'agit clairement d'une solution technique. Elle permet d'améliorer la productivité sur voilà, des chaînes d'assemblage dans le secteur automobile, mais
elles peuvent aussi concerner des lignes de tri rapide pour le calibrage des œufs, par exemple. Donc là, il est clair que l'approche des grands comptes industriels ou d'intégrateurs de lignes industrielles en Allemagne va nécessiter non seulement une bonne maîtrise de la langue, mais aussi une formation technique, une bonne maîtrise des problématiques techniques. Mais dans une phase d'approche initiale ou de montée en puissance, c'est compliqué pour une petite structure de trouver un salarié basé en Allemagne qui réponde à ces critères et qui soit prêt à une prise de risque pour lancer une activité. Donc, il y a 5 ans, on a mis à disposition de l'entreprise un technico-commercial chez nous, technico-commercial à temps partagé, pour initier les premiers contacts. Notre mission a duré 18 mois et elle a permis à la fois d'identifier et d'initier les premiers projets industriels, principalement dans le secteur auto, mais aussi de rencontrer des partenaires techniques et des intégrateurs pour élargir le périmètre de développement, de prospection par la suite. Au-delà de la prospection, à proprement parler, notre commercial à temps partagé assurait aussi la représentation de l'entreprise pendant des congrès ou pendant des salons. Et ce contrat de développement commercial a été couplé à la mise en place d'une antenne commerciale, d'une adresse commerciale, dans un souci de germanisation pour répondre à la problématique que j'évoquais tout à l'heure. En 2016, après ces 18 mois, la société a jugé que la situation justifiait de transformer ce bureau commercial en une filiale et d'embaucher sa propre équipe, c'est-à-dire 2 techniciens et un commercial. L'ensemble de la démarche aura permis de pénétrer des grands groupes automobiles, des constructeurs, Volkswagen, BMW, Daimler, et puis un certain nombre d'équipementiers comme ZF ou Mahle. Et aujourd'hui, voilà, plusieurs dizaines d'équipements sont en place en Allemagne, avec des liens assez forts, assez étroits, tissés avec également des gros interlocuteurs, des gros intégrateurs locaux. Voilà, début de l'année dernière, la demande était relativement soutenue et il était prévu de recruter 2 autres personnes pour accélérer le développement. Bon, le projet a été un petit peu décalé dans le temps pour les raisons que vous savez. Mais la société se porte bien. Et puis à savoir que tout au long de ce processus, l'entreprise a été bien soutenue par BPI France pour ses investissements et pour sa trésorerie. L'autre entreprise, l'enjeu est différent. Il s'agit d'une société auvergnate, fabricant de profilés et de tubes plastiques extrudés. La clientèle là est très diffuse. Les profilés sont utilisés un petit peu partout, de l'industrie automobile à la PLV, en passant par le bâtiment. Donc là, on a mis 2 démarches en parallèle. Un technico-commercial à temps partagé, comme l'entreprise précédente, pour l'approche directe des plus grands comptes ou des marchés qui présentaient un enjeu important ou une technicité importante ou une réflexion dans l'adaptation des produits à façon. Euh, et puis, on a toujours dans une logique, un souci de germanisation, ouvert une antenne commerciale dans notre centre d'affaires, et puis référencer cette antenne dans l'annuaire vers Lifford-Vass que j'évoquais tout à l'heure, avec voilà, un certain niveau de performance au niveau des leads générés par ce référencement. Après 12 mois, on comptait déjà 5 nouveaux clients. Au bout de 24 mois, plusieurs dizaines de milliers d'euros de commandes et un rythme d'une dizaine de consultations chaque mois via le référencement vers Lifford-Vass. À ce moment-là, l'entreprise a recruté un VIE pour soutenir le travail de nos équipes et à terme élargir le champ commercial. Après 8 mois, le VIE a été jugé en capacité de reprendre l'ensemble du projet commercial et donc l'entreprise aujourd'hui commercialement est complètement autonome. Voilà, le webinaire touche à sa fin. Avant de se quitter, je vais peut-être jeter un coup d'œil pour voir s'il y a des questions. Encore que j'ai l'impression que l'heure qui était disponible est passée.
J'imagine que vous avez d'autres engagements. Donc, ce que je vais faire, il y a un certain nombre de questions. Ce que je vais faire, c'est que je vais les passer en revue. Je vais revenir vers vous individuellement. N'hésitez pas à nous contacter, hein, comme je vous l'ai proposé au démarrage de ce webinaire. Merci beaucoup hein, d'avoir partagé cette heure avec moi. J'espère que le webinaire a répondu à vos attentes. Et puis n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil sur notre programme de webinaire. On en réalise un certain nombre, on anime un certain nombre de webinaires. Donc, vous pouvez jeter un petit coup d'œil sur le site ccfa.de, ccfa.de. Par exemple, jeudi prochain, on propose un webinaire qui est dédié au marché MedTech. Et puis, voilà, le jeudi suivant, un autre webinaire qui est consacré aux solutions d'implantation. Voilà. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle après-midi et je vous dis à bientôt.